Bon, nous allons y aller. Mon cher Vincent, je te passe la parole. Non, mais attendez, parce que les... Non, non, Il y a eu non, un non, film je suis avant, il désolé. y a un film, mon cher Frédéric. Oui, 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 il y a un film. Non, non, attendez, parce que vous n'êtes pas prêts en vrai. Mais c'est pas la peine de se mettre devant si c'est pour parler, hein. Bah oui. Ok, donc avant de commencer, en fait, je l'avais oublié. Alors, nous allons voir un petit film, voilà. Et ensuite, je passerai la parole à Vincent pour présenter notre invité. Si c'est bon pour le film, on peut le lancer. Est-ce que c'est bon pour vous? Je vais prendre la deuxième année. Pareil qu'en deuxième année, c'est pour une salle entière. Pour une personne, j'arrive. Pour une salle entière, pas encore. Ok, on peut lancer le petit film à la régie, merci. L'intelligence économique, c'est vraiment la capacité d'un acteur économique à analyser et identifier l'ensemble des acteurs qui interagissent sur son marché. Comment se positionner, là où on est, qui on est, et avec qui on travaille, et contre qui on travaille. L'intelligence économique, ça peut nous aider stratégiquement à orienter notre politique commerciale. Si on veut pénétrer des parts de marché, on peut ouvrir les vannes du crédit et dire aujourd'hui je veux collecter ou capter une part de marché sur une clientèle peut-être fragile mais qui va m'apporter un développement très fort et très rapide. Et à ce moment-là, la politique crédit va être antinomique de la prise de risque puisqu'on va prendre un maximum de risques pour développer dans un temps très court les parts de marché. À l'opposé, quand un marché va se restreindre, se resserrer et va rentrer dans une période un peu difficile et tendue, on peut avoir des positions inverses et restreindre l'octroi de crédit pour préserver les positions de l'entreprise et limiter la prise de risque. Et je pense que le plus important aujourd'hui, c'est notre force de vente. C'est notre première source d'information. Et chez Cemex, on a l'habitude de travailler en amont avec nos équipes commerciales. C'est pourquoi on travaille beaucoup la formation à l'approche crédit et comment eux peuvent être des éléments déterminants dans le développement commercial de l'entreprise. On va les former sur les enjeux du risque client, sur les questions à poser à leurs clients et les informations à nous remonter. La deuxième, c'est tous les outils qu'on peut avoir de collecte, les informations financières, les bases de données, Internet qui, avec son explosion, nous apporte une multitude d'informations, parfois pléthoriques et difficiles à analyser. Les sociétés d'enseignement commerciaux qui vont nous apporter de l'information brute, les assureurs crédits avec qui on peut travailler et qui nous apportent à la fois de la couverture du risque et en même temps de l'information, les outils de scoring interne propres qui nous permettent de nous positionner dans la prise de risque client, les bilans collectés auprès de nos clients et les sources institutionnelles. C'est l'outil qui va consolider toutes ces informations pour lequel on va mettre les critères que l'on souhaite pour nos décisions d'octroi de crédit et qui va nous ressortir que les données qui vont nous aider à la décision. Alors, le bénéfice principal que l'on retient de l'ensemble des outils qu'on utilise, c'est vraiment la pertinence de la prise de décision et l'efficacité de ces décisions. À ce propos, j'ai une anecdote. Il y a quelques années, une collaboratrice m'a interpellé et m'a dit « La décision de crédit, c'est vraiment un peu tout et n'importe quoi, c'est la tête du client. » J'ai regardé, je lui ai dit « Mais non, c'est vraiment notre capacité à analyser une somme d'informations pour déterminer la meilleure décision de crédit. Parce qu'à chaque client correspond une position crédit adaptée. » L'assureur crédit, au-delà de la notion de garantie qu'il nous accorde, va nous apporter une cotation du client, une évaluation du risque, va nous donner des informations financières et un échange sur l'évolution de ce client.
Et à partir de là, cette orientation de notre politique crédit va nous permettre de développer nos ventes tout en minimisant nos risques. Merci. Donc, nous allons redémarrer donc, cet après-midi et j'ai l'immense honneur donc, d'accueillir le général Pierre de Villiers. Alors, donc, je vais rapidement donc, présenter donc, le général. Donc, mon général, vous avez été donc, ancien élève de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Vous avez alterné des responsabilités en régiment, le commandement des forces en France et en opérations extérieures, le Kosovo, l'Afghanistan, et l'instruction aux sous-officiers et aux lieutenants. Vous avez servi à l'état-major de l'armée de terre, à l'inspection de l'armée de terre, ainsi qu'à la direction des affaires économiques du ministère de la Défense. Vous avez été nommé donc, chef de cabinet militaire du Premier ministre donc, en 2008 et vous avez exercé cette fonction jusqu'en 2010. Vous avez été donc, chef d'état-major des armées de 2014 à 2017 et vous avez donc, été responsable de l'emploi des forces et assuré le commandement des opérations militaires. En novembre 2017, vous avez publié votre premier ouvrage, Servir. Et là, maintenant, donc, c'est votre première intervention depuis votre second ouvrage, Qu'est-ce qu'un chef? Et donc, maintenant, vous exercez désormais de l'activité de conseil auprès des dirigeants, des étudiants et du grand public. Alors, mon général, merci d'être là. Vous avez devant vous donc, des credit managers, des gens qui gèrent le risque client. Et pour vous, première question, c'est comment donc, on peut faire un parallèle entre nos métiers et ce que vous avez donc assumé en tant que chef d'état-major des armées concernant le risque, l'évaluation des risques. Merci, mon général. Merci beaucoup de votre accueil. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour cette intervention dans le cadre de votre journée AFDCC devant un tel parterre de credit managers avec lesquels finalement les armées ont quelques points de caractéristiques communes. D'abord, la participation au rayonnement de la France au travers de la finance ou de la sécurité, et puis ensuite une volonté d'adaptation permanente, nous en parlions juste avant mon propos, au monde qui change de plus en plus vite. Nous partageons également cette place importante dévolue à l'innovation et puis, peut-être encore plus, la nécessité de définir une stratégie, puis une tactique pour gagner, vous, les batailles économiques et les militaires, les batailles sécuritaires. Puis finalement, le point le plus important que nous partageons en commun, c'est l'analyse des risques consubstantiels à l'état militaire pour les opérations. Vous, les credit managers, et nous, les militaires. Alors, le premier risque que je vois pour vous cet après-midi, compte tenu de l'horaire, je pense que vous le sentez bien aussi. Vous voyez, la maîtrise des risques, c'est une communauté. J'ai une très bonne vue. Alors nous avons une parité de préoccupations entre le monde militaire et le vôtre, le monde des entreprises. On est dans le même cadre géostratégique, on a les mêmes problèmes de leadership, de management, d'exercice d'autorité, de transformation de nos organisations, de nouvelles technologies avec la digitalisation, mais pas que ça, et puis de matières premières, notre jeunesse d'aujourd'hui.
Il se trouve qu'avant-hier, j'ai sorti donc mon deuxième livre, Qu'est-ce qu'un chef ? Et évidemment, mon propos s'inspirera un peu de ce deuxième livre et qu'il se trouve qu'on avait pris date il y a très très longtemps. Là aussi, c'est la maîtrise des risques et que je ne pouvais pas ne pas honorer mon engagement, mais c'est vrai que je suis en plein dans le début de la phase de promotion, donc vous allez avoir le scoop de mes propos que vous verrez dans les émissions successives ici ou là, parce que on ne peut pas parler de ce sujet sans y mettre un peu de tripes, un peu de conviction, parce que sinon, on se trompe. La maîtrise des risques, ce n'est pas une science, c'est un art. Alors, je suis content de venir vous parler aussi parce que, au travers de cette intervention, je satisfais à ce que je me suis fixé comme objectif depuis 14 mois, c'est-à-dire transmettre ce que j'ai appris pendant 43 années au service des armées, au service de la France. Et depuis cette période, je suis très heureux, notamment au contact de deux cibles prioritaires, la jeunesse d'un côté, vous l'avez souligné, mais aussi les entreprises, les petites, les PME. J'ai beaucoup de contacts avec les PME, et puis les groupes du CAC 40 également, avec lesquels je travaille, dans la diversité des entreprises. Je suis heureux d'être là parce que ça souligne votre esprit d'ouverture. Un des drames de l'entreprise, c'est l'entre-soi. Et de solliciter l'ancien chef d'état-major des armées, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est une preuve d'ouverture. J'aurai sur vos sujets non pas un regard technique, vous me le pardonnerez, mais plutôt un regard singulier et sur les grands enjeux en matière de risque. Et puis, je crois que c'est une bonne façon, cette ouverture, de répondre à la complexité du monde d'aujourd'hui et à toutes les ruptures que vous vivez au quotidien, que nous vivons tous. Je vais essayer d'être à la hauteur du défi à partir d'un constat et de vous faire une vraie proposition pour répondre à cette question, comment maîtriser les risques aujourd'hui ? Et ma réponse en substance, c'est qu'il faut mettre ou remettre, pour ceux qui l'ont oublié, la personne, l'homme et la femme au centre du projet, car c'est peut-être le pire risque qui peut nous tomber dessus. Il faut recentrer sur l'homme et la femme tout en épousant son époque. Si je voulais caricaturer, humanité et technologie. Je vais procéder en 4 temps. D'abord, je voudrais vous faire, vous ne serez pas surpris, une description de notre monde qui est sous tension. Ensuite, je voudrais vous dire que, de mon point de vue, les dirigeants sont sous pression. Là, on sera en partie dans mon livre « Qu'est-ce qu'un chef ?» Ensuite, je voudrais vous donner quelques clés de l'adhésion. Et puis, je voudrais terminer par les principales valeurs qui, aujourd'hui, me semblent être en partage dans notre jeunesse et dans les attentes de cette jeunesse, parce que la jeunesse de France, c'est notre avenir, y compris pour les credit managers. Votre métier est fortement dépendant de l'évolution du contexte géostratégique, comme beaucoup de métiers. Je vous propose de commencer en vous donnant quelques clés de lecture qui sont le plus simples possible et le fruit de mon expérience de 10 années au sommet de l'État et singulièrement un peu plus de 3 ans et demi avec toutes les crises que j'ai pu connaître qui m'ont rapproché de plus en plus, pour terminer en lien direct avec le président quasi quotidien, après les attentats. Le monde est sous tension. On peut dire que nous faisons face à une double ligne de conflictualité. D'abord, le terrorisme islamiste radical et ensuite le retour des États-puissances. Ces deux lignes sont distinctes mais pas disjointes. Je vais essayer de vous le démontrer. Le terrorisme islamiste radical, c'est une idéologie qui érige enfin la barbarie et non pas en moyen et qui vise à fracturer, voire éradiquer les États occidentaux en imposant un mode de vie particulier avec
une idéologie qui est conçue, écrite dans un certain nombre de livres depuis 2004. J'en cite un, Gestion de la barbarie, traduit en français en 2007. C'est édifiant. 3 lieux principaux de radicalisation en France, si on veut caricaturer: les prisons, les réseaux sociaux, évidemment, et les mosquées radicales, les salles de prière radicales. Et puis, bien sûr, un prétexte, une religion que l'on détourne pour l'amener sur une idéologie. 2 vecteurs, des individualistes, des individuels, parfois radicalisés en quelques semaines, et puis des réseaux, comme celui qui nous a frappés au Bataclan et qui était commandité depuis Raqqa, au cœur de la Syrie. Celui-là, il a bien pris un bon coup sur la tête, ce qui explique en partie la période que nous vivons relativement câble. Simultanément à ça, c'est le retour des États-puissances. Depuis une dizaine d'années, certains États, pour l'essentiel des anciens empires, cherchent à reconstituer leur puissance perdue, réarment de 10%, de 5 à 10% par an depuis 10 ans, et font peser sur le monde des pressions que l'on voit en mer de Chine, au Levant, en Afrique du Nord ou en Europe de l'Est. Forte tension là aussi. Prenons l'exemple de la Syrie. Les 2 lignes de conflictualité se rencontrent en Syrie. Sur 20 km de côté, à l'heure où je vous parle, vous avez des soldats syriens, bien sûr, mais aussi turcs, russes, américains, iraniens, chacun étant là officiellement pour éradiquer le terrorisme. Et en réalité, chacun a sa stratégie propre de long terme, quand nos pays européens ont une stratégie extrêmement court-termiste, après une phase de désarmement massif depuis plusieurs décennies, en savourant les dividendes de la paix, évidemment, depuis 1989. La Syrie, c'est une preuve que ces 2 lignes se rejoignent, et c'est ce qui fait que la situation est grave. Quand vous rajoutez à tout ça le dérèglement climatique, qui a des conséquences profondes, en particulier sur les populations, et sur les migrations, 4e facteur, migration massive. Dans mon bouquin, le 2e, celui qui vient de sortir, je décris tous ces facteurs, essentiellement démographiques, haute pression, basse pression. C'est la phrase de Wahri Boumedienne, prononcée il y a 45 ans, un jour viendra où des masses, etc., etc. La situation, c'est celle-là, elle est dangereuse. Je ne sais pas si elle est plus dangereuse qu'avant, mais je sais qu'elle est beaucoup plus instable. Beaucoup plus instable parce qu'en fait, c'est une drôle de situation. On n'est pas en guerre. Aucun pays ne nous a déclaré la guerre, à nous, la France. Mais on n'est pas en paix. L'ancien chef d'état-major que je suis peut vous dire, et c'est le cas encore aujourd'hui, qu'il avait tous les jours le point à 8 heures du matin, entre 3 et 5 attaques majeures, pour l'essentiel terroristes, causant des centaines de blessés, parfois de morts, tous les jours, dans le monde entier. Le monde est en fusion et en grande confusion. À partir de cette analyse, j'ai réfléchi au visage de la guerre, cette fameuse guerre dont on ne veut pas trop parler parce qu'il ne faut surtout pas faire peur. Le visage de la guerre a changé parce que l'ordre international a changé. Et quand on prend un peu de hauteur, il y a eu 2 ruptures majeures stratégiques. La première en 1989, rupture du mur de Berlin, qu'on n'avait pas vraiment vu venir, et qui a cassé l'équilibre entre les 2 blocs. Le monde était équilibré entre 2 blocs. Et c'est une des raisons pour lesquelles, sous l'équilibre nucléaire également, l'Europe est restée en paix depuis 1945. Nous n'avons eu que, si je puis dire, les guerres, des conséquences de la décolonisation. 2e rupture stratégique, 2001, l'attaque au cœur du monde occidental, à New York, des 2 tours, l'apparition du terrorisme de masse, avec cette stratégie Al-Qaïda, terrorisme mobile géographiquement depuis et mutant. Al-Qaïda devenu Daesh, Boko Haram et une pléiade de différents mouvements.
partir de cette situation, finalement, c'est assez simple. Vous retrouvez chute du mur de Berlin, retour des États-puissances, terrorisme islamiste radical, vous retrouvez l'attaque des 2 tours et vous retrouvez les fractures actuelles. Ce monde multipolaire qui n'a pas retrouvé son équilibre. L'instabilité, c'est ce qui caractérise, de mon point de vue, notre monde, et nous ne sommes pas loin, en tout cas c'est mon analyse, de ce qu'on a vu ces derniers siècles, des périodes de point de bascule. Il faut bien en être conscient, car l'histoire s'écrit sous nos yeux et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Cette caractéristique, comme il est 14h30 et que je sais qu'il peut y avoir une certaine lassitude, j'ai pris 7 mots qui commencent par un D. Normalement, c'est plus facile à retenir. Le premier mot, c'est le durcissement. On est dans un niveau de violence inégalé. Moi, je suis rentré dans l'armée il y a 44 ans, je n'ai jamais vu ça. On pille, on viole, on décapite, on égorge devant nos soldats, en direct, dans l'ensemble des engagements que nous menons aujourd'hui, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique ou ailleurs. C'est le retour de la barbarie la plus extrême. On est loin des conventions de Genève et du droit de la guerre. Le durcissement qui a comme conséquence la durée. Les conflits sont de plus en plus longs et la haine est telle qu'elle met du temps à s'évacuer. En moyenne, entre le moment où un conflit, une crise éclate et où une paix à peine durable s'instaure, c'est 20 ans. Regardez le Kosovo. Je suis rentré en tête des troupes françaises en 1999 au Kosovo. Regardez la situation au Kosovo. C'est loin d'être apaisé. Et la situation politique, économique, sociale n'est pas réglée entre les différentes communautés. La durée, c'est très important parce que nous sommes dans un monde de l'instantané avec finalement une nécessité du temps stratégique, 20 ans pour régler un conflit, et une obligation du temps de crise permanente et de l'urgence. L'activité de cet après-midi, la dépêche AFP de cet après-midi, et le communiqué qu'il va falloir faire. J'ai eu cette dualité, et évidemment, le désuivant, c'est le délai. J'ai vu en 3 ans et demi le temps changer. Et vous, Credit Manager, vous voyez bien cette accélération du temps dans les décisions à prendre. C'est votre quotidien aussi. Et donc, dans les opérations, c'est la même chose. Dans la situation géostratégique, c'est la même chose. Tout peut basculer instantanément. Et un exemple, parce que j'aime bien illustrer de faits concrets, un des problèmes majeurs que j'avais comme chef d'état-major, c'était comment prévenir une famille qui vient de perdre son fils, son frère, son neveu ou autre, avant qu'elle ne l'apprenne par la télévision, la radio ou ailleurs. Parfois, j'ai perdu. Rendez-vous compte, où nous en sommes rendus. 4e D, la dispersion. La dispersion, c'est que l'armée française elle est engagée sur de nombreux théâtres. Ça a des conséquences logistiques et en matière de commandement, et en matière de modèle d'armée, de capacité. La dispersion, c'est que le monde est en crise, au pluriel et au singulier, mais au pluriel, dans le monde entier. Il est assez rare dans l'histoire du monde qu'il y ait autant de foyers de crise en même temps, avec le soubassement que je viens de vous décrire. Le D suivant, c'est la dissémination. C'est tout simplement les conséquences des conflits de ces dernières années. Chute du mur de Berlin, les Balkans qui explosent, la guerre en Irak, la guerre en Libye, la guerre un peu partout dans le monde, des stocks d'armement qui explosent, tout ça se balade avec une fluidité incroyable. Et quand nous nous engageons avec les soldats français, marins, aviateurs, on ne sait pas à quoi on va avoir affaire. On a des États qui se prétendent
qui se conduisent comme des bandes armées et des bandes armées qui se conduisent comme des États. On a des missiles qui se baladent à droite à gauche qui ne devraient pas être dans des mains pareilles. Dissémination de l'armement, dissémination de la menace. Désinhibition, c'est le risque peut-être le plus singulier, le plus difficile à toucher du doigt, mais comment vous, soldat français qui a vu son camarade mourir à côté dans le véhicule, peut rester calme face à une telle violence et ne pas basculer lui-même dans la barbarie, lui-même dans la vengeance. Désinhibé par ce contexte et sortant de l'éthique du soldat français qui fait son honneur. Une vraie problématique, et là-dessus, je pense que les armées françaises sont exceptionnelles et exemplaires. Et enfin, le 7e D, vous le vivez au quotidien, ça touche toute la société. La digitalisation au sens large, je crois que c'est une accélération. La guerre cyber, ce n'est pas la guerre de demain, je l'ai menée. On s'est engagé en 2008, on a traversé les quinquennats, c'est l'honneur de la France là aussi, et on est en tête de peloton concernant cette guerre. Mais c'est le quotidien des entreprises, mais c'est le quotidien des soldats. 7 mots qui commencent par un D, qui pourraient être résumés par un mot, l'ambiguïté finalement. L'ambiguïté, je vous le disais, entre l'État et les bandes armées, l'ambiguïté entre la paix et la guerre, l'ambiguïté sur les notions de frontières, l'ambiguïté sur l'irrationalité de l'émotion et la nécessaire rationalité politique, la sécurité intérieure et extérieure, vous voyez bien que tout ça est lié, le temps politique, qui est normalement le temps long, et le temps médiatique, qui est le temps de l'extrême instantanéité, ambiguïté de cette situation qui nécessite une très grande vigilance, un très grand discernement pour nos dirigeants. Et puis, le nécessaire partage du fardeau. Parce que les problématiques, les 4 que je viens de vous détailler, sont toutes transnationales, transrégionales, mondiales. Partage du fardeau à 3 niveaux. Les organisations, l'OTAN, l'Union européenne, l'ONU, qui souffrent et qui sont en difficulté aujourd'hui, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, parce qu'elles sont trop lourdes, elles sont trop technocratiques, trop bureaucratiques, elles ne sont plus adaptées à l'ère du temps. Quand nous avons arrêté la colonne de djihadistes, plus d'1 millier de djihadistes qui se dirigeaient du nord du Mali vers le sud pour prendre la capitale, on a pris la décision, et entre le moment de la décision chez le président de la République et le moment où l'hélicoptère a arrêté la tête de colonne, 2 heures. Vous voyez, les organisations internationales, 2 heures. 28 pays dans l'UE, 29 dans l'OTAN. C'est une vraie problématique. Ensuite, 2e niveau, les coalitions. La coalition en Irak, la plus connue, la plus spectaculaire. Les Irakiens se font envahir. 2014, à l'été, la coalition se constitue. On a quand même éradiqué Daesh en Irak et le travail est en train de se terminer en Syrie. Beau succès. Beau succès d'interopérabilité. La France a tenu toute sa place comme allié fidèle des États-Unis, qui nous ont rendu l'appareil, là où nous sommes pilotes, pour la coalition G5 Sahel, dans la bande sahélo-saharienne. 2e niveau, indispensable de coopération. Et puis 3e niveau, la coopération interétatique. C'est celle qui est la plus efficace, la plus facile. Les accords de Lancaster avec les Britanniques, cette force conjointe pouvant aller jusqu'à 10 000 hommes opérationnels, totalement interopérables, interarmés, que nous avons conçu, réalisé entre 2010 et 2016, dont on parle très peu. Ce qui est une erreur. C'est un grand succès. La coopération avec les Allemands. On est en train de réfléchir à drones, avions, chars communs, etc. Ça fonctionne. Ce partage du fardeau, il est indispensable. De plus en plus, vous le savez, les problèmes sont interconnectés. Vous le vivez, vous aussi, au quotidien. Ça ne simplifie pas les choses. C'est un des facteurs de pression pour un dirigeant. C'est un des facteurs de risque.
que cette situation dans laquelle nous sommes au plan international. Après, je vous ai dit que les dirigeants subissaient de multiples pressions. Je vais vous en citer 3 autres qui vous concernent, qui me paraissent être majeures, et j'essaie d'être synthétique dans mon propos. Le premier facteur dont on ne parle pas suffisamment, qui est pourtant un facteur quotidien, et qui est dans le premier chapitre de mon livre, ce n'est pas un hasard. C'est le temps. Le temps presse, le temps stresse. On me pose souvent quelle était votre principale difficulté quand vous étiez chef d'état-major. On dit c'était les opérations, la transformation, les relations avec les politiques, l'international. Tout n'était pas simple. Je réponds, ma principale difficulté, c'était faire rentrer l'édredon des tâches à accomplir dans la valise du temps, l'agenda. L'agenda se maîtrise. Et aujourd'hui, c'est terrible. On est dans une société du zapping. On gère crise après crise. On n'est plus dans la stratégie, on est dans la tactique. On n'est pas dans le quoi, on est dans le comment. C'est l'obsession de la performance immédiate. Quand vous dites à un président de la République, quel est l'effet final recherché pour cette intervention? Dans 5 ans, vous voyez les choses comment? Il vous regarde et il vous dit qu'est-ce qu'on fait cet après-midi, mon général? On passe à droite ou à gauche? C'est ça, la vie des entreprises aujourd'hui, c'est la même chose. Je crois qu'il faut retrouver le temps stratégique. Et évidemment, les nouvelles technologies, deuxième facteur de pression, accroissent ce tempo infernal dans lequel nous sommes. L'entreprise se digitalise. Bien sûr, il y a des atouts. Moi, je suis tout à fait, on ne discute pas son époque, on l'épouse. C'est un chapitre complet de mon livre. Mais il faut en maîtriser les effets pervers, parce que sinon, on déshumanise. La robotisation, formidable succès, formidable plus-value, révolution sociétale, l'intelligence artificielle. L'armée est complètement engagée là-dedans. Mais si vous prenez le cas des drones, derrière l'écran, il y a un pilote. Derrière le pilote, il y a un équilibre. Et parfois, il y a des blessures post-traumatiques. Et s'il n'y a plus de pilote, il n'y a plus de drone. Il ne faut pas l'oublier. La guerre cyber, elle est partout, je vous l'ai dit. Mais derrière la guerre cyber, il y a des hommes. Et le problème, souvent, la faille cyber, elle est où? Elle est entre le siège et le clavier. Eh oui. Donc, moi, je vous dis que les technologies se maîtrisent, que cette pression qui s'exerce par cette plus-value incontestable, il faut la maîtriser, et que de toute façon, ce sont les forces morales qui feront la plus-value, la performance des entreprises. Ça, c'est indéniable. Après, le troisième facteur, je me limite, c'est le pouvoir qui éloigne le dirigeant de l'exécutant. On touche là à la crise de l'autorité, en quelque sorte. C'est un thème à la mode. Il n'est pas interdit d'avoir de la chance quand on sort un livre. La chance, c'est la forme la plus élaborée de la compétence. Retenez cette phase. Si vous marchez dans la merde, c'est que vous êtes un incompétent. Le président de la République lui-même a déclaré sur le porte-avions qu'il n'avait pas réussi à finalement rétablir la confiance des Français dans leurs dirigeants. Et la confiance, c'est fondamental. Aujourd'hui, la mondialisation complexifie. Et il y a une perte de proximité. Les gens ne savent plus où aller. Et il n'y a plus de vision, il n'y a plus de direction. Et on va là où l'air du temps nous pousse. Il y a un fossé entre les responsables et les dirigeants qui se creuse, qu'il faut combler, accru évidemment par le poids de l'administration. On nous avait dit, avec Internet, avec la numérisation, avec les nouvelles technologies, nous n'aurons plus de papier. Alors, je ne sais pas comment vous faites, vous les credit managers. En tout cas, moi, dans ma société que j'ai créée, je pensais avoir moins de papier, j'en ai encore plus qu'avant. Donc, quand vous faites un prêt bancaire, vous avez toute la masse des papiers, comme avant, voire pire,
Et vous avez quand même l'informatique, avec tous les mails que vous recevez, les textos, le harcèlement. Au moment où je vous parle, j'ai déjà eu 3 coups de fil, vous voyez. Donc, moi, je n'ai pas de conseils à vous donner sur l'administration. Mais il faut la maîtriser. Un vieux sous-officier, quand j'étais plus jeune, m'avait dit « Mon général, on ne discute pas avec une brouette, on la pousse. » Retenez cette phrase d'une grande poésie qui a le mérite d'être incontestable. Et puis, l'administration, elle se complexifie, la bureaucratie, parce qu'il y a une forme de juridisme aujourd'hui. Il y a un problème, on ne cherche pas la solution, on cherche la loi pour résoudre le problème. Une fois qu'on a voté la loi, ça ne sert à rien, puisque ça dépend des décrets. Vous savez, un décret interministériel, moi j'ai fait 4 ans à Matignon, je connais ça par cœur, c'est 1 an minimum le temps de passer au Conseil d'État, etc. Puis après, une fois que le décret est passé, comme on est quand même prudent, tout est dans les arrêtés ministériels. Entre-temps, il y a eu un remaniement et on remet les compteurs à zéro. C'est ça un peu aujourd'hui notre fonctionnement. Excusez-moi, mais moi, je connais bien. Donc on n'est pas dans une situation facile aujourd'hui quand on est credit manager, dirigeant, quel que soit le domaine. Donc face à ça, moi je vous dis, la solution, il n'est de richesse que d'hommes. Cette phrase prend toute cette signification aujourd'hui et j'arrive à ma 3e partie, les clés d'adhésion. Comment peut-on maîtriser les risques que je viens de vous décrire et comment peut-on revenir à la stratégie? Eh bien, en recherchant l'adhésion par une vraie vision. Qui d'autre que le chef peut donner cette vision? Avec un cap, un chemin pour atteindre ce cap, et puis, in fine, un chef, quels que soient les niveaux. Parce qu'il faut un chef. Alors le chef, c'est le terme militaire. Vous pouvez appeler ça manager si ça vous fait plaisir. Ça fait moins con que chef. C'est pas sûr que ce soit plus efficace. Et puis si vraiment vous êtes nuancé, vous dites un dirigeant. Voilà, c'est plus vaste. À ce propos, je vais vous raconter une phrase que j'ai apprise quand j'étais beaucoup plus jeune, quand j'étais lieutenant. Là aussi, un vieux sous-officier m'avait dit « Mon lieutenant, on est commandé par des cons, patience, votre tour viendra. » Il avait raison. Je dis ça pour les plus jeunes, mon tour est venu. Alors, la clé, c'est quoi le mot-clé? C'est la confiance. La confiance, évidemment. La confiance qui est le premier carburant de l'autorité. La confiance qui obtient l'obéissance active, là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. On ne pèse pas vers le bas. C'est le bas qui amène les solutions parce qu'on lui a délégué des responsabilités et il fait preuve d'imagination et il fait face à ses responsabilités. Vous voyez? Toute la clé est là. Ce que le général Frère appelait l'obéissance d'amitié. C'est un flux d'amitié ou d'amour entre le chef et ses subordonnés dans les deux sens. C'est ça la clé. Ce n'est pas trop ce qu'on voit aujourd'hui partout. Ça existe. Franchement, ça existe. Ce n'est pas toujours le cas. Alors après, la vision stratégique, c'est l'état final recherché. De l'autre côté de la ligne de crête, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. J'aime beaucoup cette phrase. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la vieillesse est le temps de la pratiquer. Je dis ça pour les plus vieux d'entre nous, dans la salle. Et je crois que Sénèque était un sage. Ça commence par là. Comment entraîner des gens derrière soi? Et on est pile dans votre sujet. Si on ne sait pas où on veut aller, c'est un principe physique. 5 à 10 ans, minimum. Et je balaye
l'idée qui consiste à dire comment voulez-vous que l'on sache dans 5 à 10 ans, je ne sais même pas ce que je vais faire dans les 6 mois qui viennent. Non, non. Les événements se maîtrisent. Si on n'a pas de cap, on tourne fou. Vous qui êtes credit manager, vous avez une mission transversale qui requiert de nombreuses qualités, dont le sens de la stratégie. C'est ça le cœur de votre boulot. Et il faut savoir allier les impératifs d'une politique commerciale tout en ayant à cœur d'assurer la pérennité de l'entreprise. Alors le cap, le chemin de la réussite, c'est la transformation permanente. Il faut arrêter de dire, voilà, on est au milieu du gué. Moi, pendant 20 ans, mes chefs m'ont dit, on est au milieu du gué. C'est un baisse-couillon, ce truc-là. Parce que je suis resté longtemps avec mes bottes au milieu du gué, puis c'était de plus en plus profond. La transformation est permanente, c'est un état d'esprit, évidemment. C'est un état de fait. Une organisation, quelle qu'elle soit, si elle ne se transforme pas pour s'adapter, elle meurt d'entropie, la dégénérescence par elle-même. Et l'adaptation aujourd'hui, avec l'accélération, tous les facteurs que je viens de vous décrire, elle est permanente. C'est comme ça. Alors ceux qui n'aiment pas le changement, mais il faut qu'ils changent de monde. Il faut une maîtrise rigoureuse des risques dans cette démarche de transformation, pas simplement les risques managers, tous les risques. Pour vous, c'est les risques d'impayés, par exemple. Et il faut, dans cette analyse des risques, la double approche que vous connaissez, l'intensité du risque et la probabilité d'occurrence. Et puis après, il faut des audits qui mesurent l'écart entre les mesures prises et les risques. Moi, j'ai mis en place ce système dans les armées entre 2010 et 2012. On a été certifiés IFACI, les premiers de la fonction publique. Avant Bercy, s'il vous plaît, puisque cette phrase est désormais célèbre, on les a bien baisés. C'est le début d'une histoire d'amour, 2012. Et puis après, il faut un chef, je vous ai dit. Le chef, c'est la voie VOIE, c'est la voie VOIX. C'est celui qui trace le chemin. Alors, pour être un bon chef, on me pose toujours la question, donc... bien sûr, en dehors des compétences techniques. Par exemple, pour vous, la bonne capacité d'analyse financière. Mais plus généralement, pour être un bon chef, c'est d'abord, il faut être exemplaire. Comment demander à des subordonnés de faire quelque chose si vous faites le contraire? Ça se voit parfois. Parfois, on voit ça. Au passage, on apprend plus des conneries de ses chefs que de ses qualités. Ça se lit en creux dans tous les sens. Deuxièmement, il faut être naturel, authentique, vrai. Moi, je n'ai jamais changé. Je n'avais pas deux gammes de fréquences, vous savez, la fréquence vers le bas et la fréquence vers le haut. Monsieur le Président, quel plaisir d'être sous vos ordres. Je ne sais pas comment vous faites. Vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Bon, maintenant, tu vas faire ce que je te dis, parce que sinon, tu vas être viré. Parce que si tu ne comprends rien, moi, je n'ai pas besoin de nul. Vous voyez? 2 fréquences radio. Il n'y a qu'une fréquence dans la vie. Et le meilleur moyen pour qu'il n'y ait qu'une fréquence, c'est de rester naturel. Sincère, vrai. La vraie loyauté, c'est de dire la vérité. Mort aux faillots et à tous les courtisans de France. Après, il faut être optimiste. Comment voulez-vous entraîner derrière vous des gens si vous traînez toute la misère du monde? Les emmerdes, vol par escadrille, c'est bien connu. Et vous avez des matins où vous vous levez, c'est un festival. Et au bout de 5 ou 6 emmerdes, vous vous dites, mais pourquoi je me suis levé ce matin? Et pourquoi moi? C'est comme ça. Et là, on voit le chef, on voit le leader qui courbe les chines et qui, au 5e emmerde, dit « En avant, on va y arriver, suivez-moi ». Si tu t'assieds, il se couche.
Après, il faut rester humble, modeste. Je pourrais parler des heures de l'humilité. Un bon chef, c'est un mendiant de l'humilité. On voit beaucoup de gens extrêmement sûrs d'eux, surtout à Paris, où il y a beaucoup de surdiplômés. Mais ils ne sont pas surdiplômés en management. Et ce qui va avec la modestie, avec l'humilité, c'est l'humour. Alors moi, j'ai eu dans ma carrière des très très bons chefs qui m'ont appris à commander. J'ai eu aussi des types chiants. Mais obéir à un chiant, c'est vraiment chiant. Sincèrement. Ça vous est peut-être arrivé. Au passé, parce qu'au présent, sûrement pas. Mais quand même, un chef triste est un triste chef. Ça, c'est une vérité. On suit plus facilement quelqu'un qui est sympa, avec qui on peut faire une bonne blague et rigoler, se détendre, et puis qui comprend qu'il y a un peu de recul par rapport à soi-même. C'est une preuve d'humilité, l'humour. Surtout la dérision par rapport à soi-même. Pas l'humour décapant, pas l'humour méchant au détriment des gens, surtout les subordonnés, parce que l'humour sur les chefs, c'est quand même risqué. 5e point sur les leaders, c'est évidemment être tourné vers les autres. Un leader, ce n'est pas quelqu'un qui est comme ça, vous voyez, pour le pouvoir, le tout à l'ego. Un leader, c'est quelqu'un qui est comme ça, tourné vers les autres, pour exercer sa responsabilité et aimer ses subordonnés, aimer ses équipes. Toute autorité est un service. Ça, c'est fondamental, c'est l'épine dorsale de mon 2e livre, Qu'est-ce qu'un chef ? Remettre la personne au centre. Alors, comme je ne suis pas fumeux et que j'ai exercé des responsabilités, je voudrais vous donner quelques... Ce n'est pas des conseils, je ne suis pas de conseils à donner à des gens comme vous, hein, vous êtes expérimentés, quelques tuyaux concrets à l'aune de mon expérience. 6 conseils. 6 recettes. Ça marche pas mal. La première, je viens de vous le dire, remettre l'homme au centre. Pour les credit managers, c'est une des qualités foncières, à mon avis, pour être un bon, c'est le sens du relationnel, donc vous êtes sensible à ça. Alors tous les soirs, quand je rentrais chez moi en voiture, parfois un peu tard, pas trop, parce qu'il faut penser à sa famille et à son équilibre personnel, je me disais, qui j'ai vu aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Qu'est-ce que j'en ai fait ? Et qu'est-ce que je pourrais en faire demain si j'ai rien fait ? C'est intéressant. Vous prenez l'agenda de votre journée, tous les gens que vous avez rencontrés. Vous allez vous apercevoir que vous allez gagner beaucoup de temps, parce que le vrai bonheur est chez les autres. La plupart des solutions sont chez les autres. L'homme est orgueilleux et refuse de le voir. L'homme ou la femme, c'est pas un monopole. Franchement, premier conseil, allez chercher la richesse chez les autres. Faites ce bilan tous les soirs. Vous verrez, c'est vachement utile. 2e conseil, gardez un équilibre personnel. Je viens de l'évoquer. Un homme ou une femme, c'est 4 dimensions. La santé, c'est indispensable. Ça veut dire qu'il faut entretenir sa santé. Quand on est crevé, quand on tire trop sur la corde, il faut ralentir. Sinon, on tombe malade. Quand on tombe malade, les cimetières sont pleins de gens irremplaçables, c'est sûr. Incontestablement, on en prend conscience à ce moment-là. Mais alors, il y en a, il ne faut pas trop leur dire de s'économiser. Hein. À manier avec précaution. Mais globalement, un des principes de la guerre, c'est qu'il y en a 3 principes de Foch, c'est l'économie des forces. Moi, je vois, en particulier chez les cadres, une tension, une pression, un stress terrible. 2e, l'intelligence. Alors, l'intelligence, il y a un trop-plein général à Paris. Vraiment, on gagnerait à irradier toute la province, puisque les provinciaux sont des cons, soi-disant. Allons en province. Il y a trop d'intelligence. Par contre, il n'y a pas beaucoup d'intelligence de cœur. La 3e dimension, la passion, les tripes, la capacité d'entraînement, la conviction, plus que l'intelligence qui amène souvent au calcul et au processus. Et puis, 4e, la capacité de prendre du recul, de se retrouver seul face à soi-même, la dimension transcendantale, pour ceux qui ont la foi en une quelconque dimension transcendantale, mais au moins le devoir de s'asseoir
prendre conscience que nous ne sommes sur cette terre que de passage et que tous, nous terminerons dans la dernière camionnette. Ça rend humble, c'est pas mal d'y penser. Vous voyez? Et puis quand on a 5 emmerdes de suite, on se dit finalement, je suis encore en vie. Troisième recommandation, rester en prise avec le terrain. Ça, c'est terrible quand on est dirigeant, parce que tout nous tire à ne pas aller voir sur le terrain. Le terrain au sens générique du terme. Le terrain, c'est ceux qui font le boulot, c'est ceux qui ont les solutions. Il faut y aller régulièrement. Je m'imposais 1 à 2 visites quand j'étais chef d'état-major sur le terrain. Et à chaque fois, mes collaborateurs me disaient, c'est impossible. Ça ne passera pas. Non, vous ne m'avez pas bien compris. C'est vos conneries qui ne passeront pas. Moi, j'irai sur le terrain. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui présidera cette réunion. Je m'en fous. J'irai sur le terrain, voir les soldats, voir la base, voir ceux qui font le boulot. Sinon, on est très rapidement aspiré par le haut et coupé du terrain. Et à ce moment-là, vous qui êtes risk manager, credit manager, là, il y a risque, précisément. Quatrièmement, c'est lié, évidemment, à la gestion de l'agenda. Alors, je fais des conférences complètes sur la gestion de l'agenda parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui. Ce n'est pas l'assistante qui décide de l'agenda. Excusez-moi, mais c'est le chef. Et l'agenda se maîtrise. Moi, j'avais une journée vierge toutes les semaines. Il faut le faire quand même. Une demi-journée qui était consacrée au conseil restreint du mercredi, c'était le mardi, parce que j'avais conseil restreint avec le président tous les mercredis à 9h, et l'autre demi-journée qui était à moi. Et elle était pour moi, et j'en faisais ce que je voulais. Et ceux qui n'étaient pas contents, je les emmerdais. Voilà. Et j'avais le temps de réfléchir, de penser à la stratégie, de recevoir des gens, de discuter avec eux, de régler des problèmes que je n'avais pas eu le temps de régler. Mais si vous êtes déjà, le vendredi pour la semaine suivante, complètement full, comme de toute façon il y a des événements, on le sait, eh bien vous êtes en situation de déséquilibre arrière, cul par-dessus tête. Après, l'ennemi de l'agenda, c'est la réunionite. 5e conseil, la réunionite. Alors c'est un mal français. Alors là, c'est fabuleux. On fait des réunions. Et pendant la réunion, d'ailleurs, on tapote sur son iPhone. On n'écoute même pas. Quand on est poli, on le met sur ses genoux, en croyant qu'on ne le voit pas. Ridicule astuce. Je crois qu'une réunion se fait pour prendre une décision. Sinon, c'est une réunion de brainstorming, ça peut arriver, il y en a certaines, mais à ce moment-là, il faut les faire en petit comité. Et s'il y a des décisions à prendre, il faut qu'elles soient préparées. Il y a un ordre du jour et il y a un compte-rendu qui n'arrive pas 3 mois après et dans lequel il n'y a pas que la date de la réunion suivante. Et si possible, dans le compte-rendu, on ne met pas qu'on va faire une étude pour étudier la faisabilité de la mise en place éventuelle d'une expérimentation. On voit ça au sommet de l'État. J'ai fait 4 ans à Matignon. C'est une expression que j'ai tirée de plusieurs comptes rendus, ce qu'on appelle les bleus, dans le langage interministériel. 6e, il faut mieux communiquer. Il faut mieux communiquer. Pas forcément plus communiquer, mais mieux communiquer. On croit toujours, quand on est chef, surtout plus on monte, que les gens, au bout du bout, ils savent. Parce qu'à force de répéter, quand on est chef, on finit par se dire, vraiment, s'ils ne savent pas, c'est que c'est des couillons. Sauf que, entre-temps, dans le tuyau, il y a des patates qui bloquent. Et que ça n'arrive pas. Donc il faut vérifier, et c'est là où les visites de terrain sont fabuleuses, parce que vous vérifiez. Moi, quand j'allais sur le terrain, généralement, avec toutes les unités que j'allais voir, je faisais un footing. C'est moi qui déterminais le rythme. Il était interdit de me doubler. Quand même, il faut quand même quelques privilèges. On a les emmerdes, mais on a aussi les privilèges. Et vous savez, quand vous êtes en short et que vous discutez au premier kilomètre, les gens sont assez prudents. À partir du 3e, 4e, vous commencez à avoir la vérité. Et si vous accélérez, un type essoufflé, il vous lâche le morceau. C'est beaucoup plus payant que dans une réunion, et c'est ça que vous venez chercher.
Voilà. Et il vous dit qu'en fait, il n'est pas du tout au courant du truc de votre projet stratégique. Il n'a jamais entendu parler. Voilà. Ça vous permet ensuite d'appeler le chef de corps, de lui dire « Vous avez bien fait le briefing, parfait. Ok, appelez-moi le caporal Intel. » Lui, il est au courant de rien. Donc maintenant, faut faire attention. Voilà. Parce que c'est comme ça. Il y a tellement d'informations qui circulent, tellement de choses, il faut prendre des choses très caractéristiques. Moi, j'avais pris Ensemble autrement au mieux pour mon projet stratégique CAP 2025. Il y avait intérêt que les gens connaissent les 3 mots. Et pas pour les 3 mots. Ce n'était pas une interrogation écrite, c'était que je voulais qu'ils comprennent la vision du chef. Je vous rassure, j'arrive à la 4e partie, qui est les valeurs en partage. Je vais aller assez vite parce que ça tombe sous le sens. La jeunesse de France, aujourd'hui, elle a trouvé dans l'armée une institution de valeurs au singulier et au pluriel. Valeurs au singulier parce que elle rentre chez nous pour la paix, en sachant qu'ils peuvent y laisser leur peau. Rendez-vous compte, des jeunes de 20 ans, de 18 ans, de la jeunesse de France d'aujourd'hui. C'est magnifique. Quelle valeur! Et puis valeur au pluriel, parce qu'ils rentrent chez nous non plus comme il y a encore quelques années, pour un métier, pour de l'aventure, en frappant la porte parce qu'ils ne savaient pas très bien où aller. Parce que là, ils savent où ils vont. Ils savent que derrière, il peut y avoir la mort, la blessure. Et ils viennent chercher des valeurs simples, la sincérité. Ils en ont marre de la comédie humaine, de l'univers balzacien. La confiance entre les chefs et les exécutants, elle est aussi là. On est dans un monde de comédie. Il ne faut pas rentrer dans ce monde de comédie. Quand on reste libre, on est bien plus heureux. C'est beaucoup plus facile. Il n'y a pas les éléments de langage, cette expression insupportable. Il y a ce qu'a envie de dire le chef avec son style. Le style, c'est l'homme même. L'esprit d'équipe, ce sont des solidaires solitaires. Ils sont issus d'une société où ils veulent faire le bien. Vraiment, j'en suis persuadé. Ceux qui croient le contraire se trompent, ne connaissent pas notre jeunesse. Simplement, il faut les aiguiller, il faut leur donner le rayon de lumière qui permet d'aller vers le bien. Mais ils sont très solitaires. C'est le fruit des nouvelles technologies de notre société d'aujourd'hui. Et puis, un certain nombre d'endroits, comme les banlieues délicates, les banlieues difficiles, où ils sont très seuls. Et ils trouvent chez nous une famille, un esprit, la camaraderie. Mon camarade viendra me chercher sous le feu si nécessaire, j'en suis sûr. Et ils le font. Des héros. Troisième valeur qu'ils viennent chercher chez nous, c'est le courage. Dans les grandes écoles, formation de nos élites, qui sont globalement de très bonne qualité, franchement, en termes de compétences et d'expertise, il manque quelque chose. On n'apprend pas à des dirigeants à avoir du caractère. Être caractériel, c'est pas bien, évidemment. Un chef est un homme d'équilibre, stable au cap. Mais ne pas avoir de caractère, c'est ne pas savoir trancher, ne pas savoir choisir. L'autorité, c'est entre la dureté froide et la mollesse tiède. On est souvent dans la mollesse tiède, quand même. Il faut savoir avoir du caractère et du courage. Le rôle du subordonné, le rôle des équipes, c'est de dire la vérité au chef. Et il faut que le chef accepte ce système. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là où ça fonctionne comme ça, mais l'ambiance est géniale et la performance vient derrière, évidemment, comme mécaniquement. Les jeunes apprécient ça. Ils ont besoin de discipline. Vous savez, il y a 15 jours, je suis allé au Muro, invité par un ami qui est un type fabuleux. Il y a des gens fabuleux aujourd'hui. Il n'y a pas que des minables. Il y a des gens bien en France qui s'occupent dans une association pour les jeunes des Mureaux. Et il m'a dit, viens, je t'amène au cœur de la cité. Bon. Et en plus, il a annoncé ma venue, qui était en termes de sécurité un peu délicat.
J'ai déjeuné avec des volontaires des Jeunes des Mureaux. Fabuleux. Qui avaient un passé, un carnet de chansons, comme on dit, assez bien rempli. Des gens bien que j'aurais amenés au bout d'une heure au bout du monde. C'est possible, mais il faut les aider. Et on les aide par le courage, par le caractère. Ils m'ont dit, nous on vous suit mon général. Vous êtes un homme d'autorité, on a envie de vous suivre. On veut de la discipline. On ne peut plus continuer à vivre là-dedans. Ce n'est pas vivable. La violence au quotidien, c'est possible. Ils viennent chercher l'autorité. Ils veulent la limite gauche et la limite droite. C'est ça les valeurs militaires. Mais c'est des valeurs, on devient les pompiers de la République maintenant. Il est temps de réfléchir à réinstaurer ces valeurs. Tu fais quelque chose de bien, tu seras récompensé. Tu démarres 2e classe, tu peux terminer général. Tous les ans, j'en nommais. Si tu fais une connerie, mon gars, tu seras puni. Et si tu en fais plusieurs, tu auras un carton rouge. Pour ceux qui ne sont pas footballeurs, c'est l'exclusion du terrain. Après, ils veulent de la considération, du respect. Ils découvrent chez nous, souvent ils nous disent « J'ai découvert que je valais quelque chose. Je ne l'aurais jamais cru. Je me suis dépassé. Vous m'avez appris à me dépasser moi-même. Vous m'avez fait confiance. Vous m'avez délégué des responsabilités. Faire réussir, c'est réussir. » Ils viennent chercher ça. Chez nous, comme chez vous, partout. Ils veulent du bon sens. Ils veulent comprendre. Ils veulent du discernement. Ils veulent de l'intelligence de situation. Ils veulent comprendre. Ils veulent qu'on leur explique. Ils ne veulent pas de la technostructure, des trucs fumeux, incompréhensibles. Et puis enfin, ils viennent chercher une qualité qu'ils n'ont pas naturellement, la détermination, qui est le courage du temps long, l'action dans la durée, la patience. Continue à travailler, c'est comme ça que tu seras récompensé, parce que c'est le fruit d'une société de l'instantanéité. Tout doit venir tout seul et tout de suite. Vous, les credit managers, une de votre force, c'est l'obstination, la fermeté, pour convaincre. Voilà les valeurs en partage que je vois pour notre jeunesse d'aujourd'hui, mais pour vous, et qui sont décrites dans mon nouveau livre. Vous savez, j'ai beaucoup côtoyé les politiques. Ils ont une grande qualité, c'est qu'ils arrivent, en parlant d'un sujet, à caser le message qui en fait les intéresse. Et moi, je vous dis que je viens d'écrire un livre. Voilà. Ici. Je ne l'ai pas écrit pour en vendre, je m'en fous. Je l'ai écrit pour que vous le lisiez, je m'en fous pas, et pour que vous compreniez les enjeux d'aujourd'hui. Je voudrais conclure mon propos en vous disant que, on m'a appris ça à l'école de guerre, il faut toujours résumer le propos, donc on est dans un monde sous tension, vous l'avez compris, et j'exagère pas, j'essaie d'être vraiment objectif, ni trop Cassandre, ni trop dans le brouillard de la guerre. On a des dirigeants sous pression, le temps, la mondialisation, la digitalisation, la complexification, le sentiment d'éloignement du pouvoir, la crise sociale de l'autorité, j'en passe et des meilleurs. On a plus que jamais besoin d'une vision, vous les credit managers en particulier, incontestablement, qui donne le cap, le chemin et la transformation. On a besoin plus que jamais d'une maîtrise des risques, d'une analyse de ces risques, vous le savez au quotidien. Et puis on a surtout besoin d'une adhésion, de trouver les clés pour remettre l'homme et la femme au centre du projet et que chacun trouve sa place et son utilité, son essentialité. Arrêtons de chercher le sens. Trouvons-le, ce sens. Ça ne se cherche pas, ça se trouve dans un projet, dans une vision. Quand on commence à chercher le sens, ce n'est pas bon signe. En anglais, là aussi, ça fait plus intelligent. Purpose. Purpose. Si vous dites purpose demain matin, vraiment, là, ça classe. Je crois que notre monde, notre société a besoin de chefs
Et maintenant, le cap supplémentaire, c'est que la société a envie de chef. A envie de chef. Chacun est chef de sa propre vie. Rio Malouba, qui est un joueur de foot professionnel que j'ai rencontré hier soir dans une émission, a écrit un magnifique livre, « Capitaine de ma vie ». Il vient de prendre sa retraite, il a 33 ans, il a été 10 ans capitaine de l'île, il est arrivé avec le statut de réfugié en France, en arrivant d'Angola, un livre formidable, « Capitaine de ma vie ». On est tous capitaines de notre propre vie, on est tous des chefs, on doit décider au premier chef de notre propre chef. Chacun a ses décisions à prendre. Et puis, vous qui êtes credit manager, donc quelque part avec un aspect forcément diplomatique pour convaincre, ben, je vous dis qu'il y a 2 mots essentiels aujourd'hui par rapport à la situation que je vous décris. Le premier, c'est l'unité. Le monde est fracturé, notre société est fracturée, la France est fracturée. Toutes les décisions que l'on prend doivent être prises à l'aune de l'unité, l'unité du groupe, l'unité de l'entité, l'unité de l'entreprise. Si ça casse l'entreprise, c'est pas bon. Si ça détruit la confiance des hommes et des femmes, c'est pas bon. Et puis l'espérance, parce que je trouve que notre pays est un pays génial. J'ai été le chef d'état-major de la 2e armée du monde en opération, de la 2e armée de l'OTAN, de la première sans conteste européenne. On a un génie français fantastique, donc gardons l'espérance avec une jeunesse. C'était le dernier chapitre de mon premier livre, « Aimons notre jeunesse et nous le rendra qui mérite d'être aimé ». Voilà, et puis pour illustrer cette espérance, à l'heure où je vous parle, aujourd'hui, on est en paix, ici, pour votre journée, parce qu'il y a des jeunes de 20 ans, il y en a 30 000 aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en situation opérationnelle, français, à l'extérieur, à l'intérieur du territoire, qui nous protègent et qui œuvrent pour le succès des armes de la France. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, le Merci. général Pierre de Villiers. Merci mon général.